Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Tu veux revenir rapidement sur nos prévisions d'hier, sur la durée à venir de certains personnages autour de M. Trump? La vie utile des acteurs autour de M. Trump. Dans un premier temps, si j'avais une certitude, c'est que le plus menacé d'entre les deux, qui était Mike Waltz, son conseiller de la Sécurité nationale, et Elon Musk, d'être congédié, c'était davantage Waltz qui l'était. 3 de ses proches collaborateurs, mais un en particulier, était un peu comme son ombre au Conseil national de sécurité, à qui on a dit hier de prendre la porte discrètement, mais ça n'a pas été fait tout à fait discrètement. C'est, je pense, la suite du fameux Signal Gate, et peut-être que ça sera le fusible qui permettra à M. Waltz d'ajouter justement un peu de vie utile à son parcours aux côtés de M. Trump, mais ça annonce très clairement l'inquiétude et surtout si oui ou non il est le personnage fidèle que M. Trump pensait avoir à ses côtés. Puis Musk, hier on se disait, il n'y avait pas de chance que ça soit de toute façon confirmé son départ le jour où Trump faisait son show tarifaire. Et hier, le président qui a laissé entendre qu'au cours des prochaines semaines, prochains mois, il allait partir. Puis il n'y a pas de surprise, franchement. C'était ça le plan de match. Son il y a contrat pas de chance. 130 jours, là, hein? Exact. En tout cas, je pense que ça va jouer dans ça. Jours, ouais. Exact. Et au-delà de tout, c'est la capacité que lui peut avoir à nourrir ses entreprises et faire en sorte qu'elles survivent à son passage au gouvernement et continuer à occuper le rôle qu'il occupe aux côtés de M. Trump. Je pense que à la fin de l'exercice, il va probablement favoriser son fonds de pension à lui, c'est-à-dire le rendement de ses entreprises et aussi accessoirement celui de ses actionnaires. Ouais. Mais parce que les actionnaires doivent quand même commencer à s'énerver, là. Quand l'entreprise va mal, puis je parle pas juste c'est aller mal en bourse, qu'il y a un peu de nervosité, là, les ventes augmentent plus. Il y a vraiment, t'as des données objectives fondamentales de la compagnie qui sont plus au rendez-vous, puis le boss c'est même plus là aux affaires du tout. Je veux dire, moi, mettons, je suis membre du conseil d'administration, là, c'est sûr que je sonnerais une sonnette d'alarme, même si on dit que les membres du conseil d'administration sont inféodés à lui. Mais moi, je serais assis au conseil d'administration et je sonnerais l'alarme. Hey, il faut que le PDG revienne s'asseoir au bureau, là. Tout à fait, d'autant qu'il y a un lien de corrélation pas mal certain entre le rôle politique que joue maintenant Elon Musk et l'impact sur son business, particulièrement avec Tesla. Donc, je pense que s'il y a un conseil d'administration, il va vouloir qu'il revienne à ses affaires et peut-être qu'il se taise. On disait qu'il avait investi 200, peut-être 250 millions de dollars dans la campagne de M. Trump. Dans les faits, quand tu mets bout à bout ce qu'il a investi et ce qu'il a perdu depuis qu'il joue le rôle qu'il joue aux côtés du président, c'est plutôt 150 milliards que ça a coûté à Elon Musk. Sinon, qui est capable de se refaire. Stéphane, est-ce que la panique est trop grande? Là, sur les marchés boursiers, hier, on parle de la pire. L'équivalent récent, c'est les journées où, pendant la pandémie, les entreprises fermaient puis les avions étaient cloués au sol. Hier, finalement, c'est une annonce de Donald Trump qui a provoqué cette dégringolade des marchés. Je regardais pendant la pause avant de te parler. C'est reparti dans le rouge et ça s'accélère ce matin. Là. C'est reparti en descendant dans le pre-market, l'avant-ouverture. Est-ce qu'on panique trop? Alors, 2 choses. Je te dirais qu'il y a sur le fond et sur la description qu'on fait des enjeux, puis il y a le corollaire qui est les marchés, le corollaire qui est évidemment lié à ce qu'a choisi de faire M. Trump. Dans un premier temps, c'est cette idée qu'on serait arrivé au bout de la mondialisation, on roule le tapis, c'est terminé, alors qu'on parle plus ou moins d'un recul du commerce mondial de 1 ou 2 % qui va avoir de l'impact, parce que c'est pas une tendance, on reculait pas depuis 40 ans, on augmentait l'activité liée au commerce mondial, la mondialisation douce et heureuse, c'était le maître mot, et là, il y a un coup de frein sec, coup de frein annoncé, il n'est pas encore consommé, c'est clair que l'incertitude, quoi que fasse M. Trump, a de l'impact. Et l'incertitude aujourd'hui, elle dépend même plus de sa parole. Je crois que les gens ont compris que c'est difficile de se fier à lui. Donc, ça va avoir un impact. Mais c'est
notre réaction toujours de coller au plafond et d'être dans le mode « c'est la fin du monde ». Alors, il est très possible que ça fasse mal et que ça fasse mal longtemps. Mais je te rappelle qu'il y a 5 ans, presque jour pour jour, justement, on était dans la crise du COVID avec brouillard épais, on ne savait pas ce qui nous guettait. Et on était aussi dans ce mode panique extraordinaire en se disant « est-ce que ça sera la fin de l'économie? Est-ce qu'on pourrait se retrouver à vivre isolés, chacun de nos bords? » Et on a vécu sur une plus petite échelle. La bourse avait remonté plus haut qu'elle était au mois de mars, au début mars. Là. Exactement. Il y a à peu près 7-8 ans, 9 peut-être, le Brexit en Angleterre, il y avait un banquier central qui mettait en garde les Anglais, qui disait « Attention, si vous faites le mauvais choix, si vous sortez de l'Europe, ça va être la fin du monde. Il va y avoir une crise économique terrible qui va affecter l'Angleterre. » Le banquier, c'était Mark Carney, qui aujourd'hui cherche à être élu premier ministre chez nous. Alors, il y a eu des contre-coups sur l'économie anglaise, soit la fin du monde annoncée, ou cette espèce d'hyper-crise économique ne s'est pas matérialisée. 2008-2009, j'étais avec, je t'en ai parlé, je pense, cette semaine, avec Olivier Blanchard, l'ancien économiste en chef du FMI pour Contact. Je rappelais 2008-2009, la crise des subprimes aux États-Unis, puis je pense qu'à un moment donné, tous ceux qui étaient aux manettes ont eu l'intime conviction qu'ils ne savaient plus ce qui allait se passer, puis il dit « Je vous confirme, on ne le savait pas. » On était vraiment dans le brouillard. Et celle-là, ça a dévissé quand même, parce que en 2010-2011, on n'était pas replacé complètement de celle-là, là, ni au niveau financier, ni au niveau bancaire, ni au niveau boursier. Puis il y a encore des gens qui ont perdu leur maison dans cette crise-là aux États-Unis, puis qui n'en ont toujours pas aujourd'hui, là, qui n'ont jamais pu racheter une maison. Parce qu'il y avait des bandits qui opéraient, disons-le aussi, là, dans le marché des subprimes. Il y a vraiment des opérations horribles avec des gens qui ont payé un prix très, très élevé, peut-être pour leur naïveté, mais peut-être aussi parce qu'ils ont été bien roulés dans la farine. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que des crises, y compris des crises politiques, il y a 3 semaines, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a 3 semaines, pas 10 ans, la Troisième Guerre mondiale était dans l'assiette de tous les Français. 60% des Français disaient qu'ils étaient convaincus que le conflit en Ukraine finirait par déboucher sur le sol européen. C'était la menace existentielle la plus pressante. Et c'était le discours de M. Macron, qui n'en parle plus pour l'instant, qui hier réunissait plutôt les gens qui sont directement interpellés dans l'industrie par les nouveaux tarifs. Et là, c'était à peu près le même discours. On vient de changer de monde. On est dans une catastrophe annoncée, peut-être au ralenti, en slow motion, qui se fera au cours des prochains jours et prochaines semaines. Mais je dis toujours, il faut raison garder et ne pas partir en boulette. Et tu parlais des marchés, c'est vrai, mais des crises sur les marchés, moi je suis un vieillard, j'ai 60 ans, je travaillais en 1987 quand il y a eu le crack, et c'était pour les gens qui travaillaient dans ces marchés, et pour ceux qui épargnaient, c'était une catastrophe. On s'en est évidemment remis, comme on s'est remis de la crise asiatique de 97, comme on s'est remis de la crise russe de 98. Le secrétaire au Trésor de Bill Clinton, Bob Rubin, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais ça me faisait mourir, il disait si j'avais à me réincarner dans quelque chose, je voudrais être un bon du Trésor 10 ans, parce qu'il avait pris la mesure pendant ces crises financières que les obligations, les dettes, les certificats de dette, les obligations américaines faisaient la vie et la mort d'un secrétaire du Trésor, et particulièrement en période de tempête boursière. On a vécu 2008, on a vécu la COVID, et aujourd'hui, évidemment, cette tempête boursière qui est redoutable. Ça fait mal, on l'a senti, mais les marchés et les entreprises sont bien plus que les gouvernements capables de s'adapter, de changer leur positionnement et de trouver des solutions. Alors quand on dit c'est la preuve par 9, je dis oui en partie, et c'est évident que les décisions annoncées par Trump ont été le prétexte aussi qu'attendaient ces marchés depuis 2 ans, on en a parlé souvent, pour corriger. Est-ce que ça aurait corrigé de cette manière-là? Je ne le sais pas. Est-ce que ça pourrait être bien pire et durer? C'est tout à fait possible. Le pire est toujours possible. Mais il faut aussi, pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est l'avantage d'en avoir vécu, se rappeler que la fin du monde a souvent été annoncée et qu'elle n'est pas systématiquement arrivée. Je suis de cette école-là, là, que les marchés baissent et remontent et que les entreprises sont résilientes. Par contre, tout ce que tu viens de nommer comme crise, là, que ce soit la COVID, les subprimes, la crise financière 2008-2009, celle-ci, c'est la première qui, perceptuellement, est créée par un seul homme. Là. Les autres, c'est très important. Mais les autres, dans certains cas, un virus, dans un autre cas, un virus qui s'est installé dans le système financier. Tu as raison de dire, il y avait des bandits, mais c'est un système qui a disjoncté parce qu'on avait exagéré. Mais là, c'est la conférence de presse d'un seul homme qui vire le monde à l'envers. Et ça, c'est une différence quand même majeure. Et ça, on n'a pas de précédent. En tout cas, il faut remonter loin. Peut-être des déclenchements de guerre, là, c'est le seul exemple que je vois comparable. Là.
Ben, j'aime beaucoup que tu arrives à cette conclusion parce que c'est un élément qui me ramènera sur une chose que j'ai dite à l'antenne il y a 3 semaines. Mais d'abord, parce qu'il y a effectivement des vraies conséquences qui pourraient arriver, mais on n'est pas encore dans le scénario du pire. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore un délai de négociation et on sait que c'est la méthode Trump. On l'a vu à l'ouvrage depuis 2 mois et demi. C'est comme ça qu'il fonctionne, par provocation. C'est son fils qui, sur X, disait hier, les premiers ne seront pas les derniers. Ceux qui vont s'entendre avec nous, les pays qui choisiront de s'entendre avec nous vont comprendre qu'ils ont bien fait de chercher un deal rapidement. Je suis pas en train d'applaudir la méthode. Je dis simplement qu'on annonce le pire, mais on faisait la même chose pour le Mexique et le Canada. Et en substance, l'entente de libre-échange a été maintenue en place. Les Européens ont quelques jours encore et il y aura de la négociation. Il y aura de la négociation sur d'autres enjeux. Il est possible qu'on aille tout droit dans la recette qui a été mise en place par Trump. On verra combien de temps, des semaines, des mois, des années. Mais quand on annonce la fin du système, je dis oui, mais on n'est pas là encore. Et sur ce que tu dis, qui est unique, c'est que et sur le commerce et sur les bourses, on peut dire c'est le fait d'un homme, de sa parole. En général, les crises boursières, les crises économiques, c'est multifactoriel. Et si tu es le seul responsable désigné, je ne dirais pas le bouc émissaire parce qu'il a choisi d'appuyer sur le piton. Si tu es ce seul responsable, ben je dis ta vie, encore une fois, elle tient à peu de choses. Parce que quand tu coûtes autant d'argent à autant de gens puissants, tu n'es pas dans le club des enfants de cœur. Et c'est pas d'avoir une vision diabolique ou noircie du monde. Le monde est brutal. Et quand tu engendres la perte de centaines de milliards de dollars, même pour des gens aguerris qui se disent si je m'effondre aujourd'hui, je vais me refaire la semaine prochaine, il y a une patience que tout le monde n'aura pas. Et il y a inévitablement quelque chose de brutal qui va se passer. Alors, tu me diras quoi? Tous les scénarios sont possibles. La pleure de banane posée au mauvais endroit. Je rappelle que c'est quand même un homme qui a fait face à 3 tentatives d'attentat avant qu'on prenne la mesure de ce que serait sa recette, sa médecine. Alors on dira c'était des fous? Peut-être. Tout ce que je dis, c'est que quand tu te mets au bat de cette façon-là, tu prends des risques. Et c'est pas, je pense, que d'être alarmiste que de le constater. À surveiller, on va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais je me méfie. Les vendredis, quand le jeudi est mauvais en bourse, le vendredi, ben mauvais, hier c'est pas mauvais, là, c'est plus que mauvais, c'est terrible, mais le vendredi est quand même une journée traite. Là. Et les lendemains de week-end sont terribles parce que c'est les gens qui discutent entre eux de leur fonds de pension, c'est monsieur, madame ou monsieur, ouais. madame, je suis ouvert à tous, qui se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que c'est vraiment la foi que c'est la fin du monde? Puis est-ce qu'on va tout lundi matin? Ouais, c'est ça. Les week-ends sont généralement très un vendredi aussi. Et un lundi à surveiller. Merci Stéphane. Bye.